En juin 2007, les visiteurs du Salon aéronautique de Paris ont assisté à un moment historique. Là-bas, Mitsubishi Heavy Industries a présenté ses plans pour un avion de ligne japonais conçu localement. Pouvant transporter 70 à 90 passagers, ce serait le premier avion de ligne du pays depuis les années 1960. Une maquette grandeur nature de la cabine et un modèle à l'échelle, un 20e était présent. À ce stade, le projet était encore jeune, mais on nourrissait de grands espoirs. Le gouvernement japonais avait déjà investi 420 millions de dollars dans le développement de l'avion. Un an plus tard, en 2008, Mitsubishi a officiellement lancé son programme de jet régional avec 25 commandes enregistrées. La certification était prévue pour 2012. Mais cette vague initiale d'optimisme n'a pas duré très longtemps. En quelques années, le projet a connu retard sur retard. Les vols d'essai ont été suspendus, causant d'importants retards liés au changement de conception. En 2023, les coûts avaient grimpé à plus de 7,5 milliards de dollars. Et au final, tout cela n'a servi à rien. Alors rejoignez-nous aujourd'hui pour découvrir ce qui a tellement mal tourné avec le Mitsubishi SpaceJet. Voler vers le futur. Les rêves d'un avion de ligne japonais ont émergé en 2003. Ce n'étaient pas des plans concrets, mais le gouvernement et l'industrie aérospatiale ont commencé à envisager ce qui serait possible. À l'époque, aucun nouvel avion de ligne n'avait été développé au Japon depuis plus de 40 ans. Son prédécesseur était le Namsi ou UAS-11, un avion de ligne à turbopropulseur qui a effectué son vol inaugural en 1962. Le UIS-11 était le seul avion commercial fabriqué au Japon après la Seconde Guerre mondiale, et il n'avait pas vraiment été un succès. Les livraisons ont débuté en 1965 et ont duré près de 10 ans avant la dissolution de l'entreprise. La demande venant surtout des compagnies aériennes japonaises, les ventes ont chuté une fois leurs besoins comblés. Le collectif derrière sa production, la Nihon Aircraft Manufacturing Company, s'est retrouvé endetté, et ce sont donc ces bases fragiles sur lesquelles tout nouveau projet devrait être construit. Grâce au financement du gouvernement japonais et d'entreprises aérospatiales locales, Mitsubishi Heavy Industries a lancé un projet de recherche pour étudier la faisabilité d'un avion régional. Ils avaient un 5 ans et 50 milliards de yens, environ 420 millions de dollars, pour défendre leur projet, mais dès le début, tout le monde n'était pas convaincu. Kawasaki Heavy Industries a choisi de ne pas participer au projet. Un représentant a indiqué que l'entreprise doutait de la demande pour un nouvel avion régional. Pour donner tort aux sceptiques, Mitsubishi a poursuivi le développement jusqu'au Salon du Bourget, où elle a présenté publiquement les concepts du jet régional Mitsubishi. Avec le slogan « Voler vers le futur », le MRJ promettait la double réussite d'une économie de premier ordre et d'un confort exceptionnel en cabine. Annoncé comme mesurant 35,8 mètres de long avec une envergure de 30,9 mètres, il s'agirait d'un avion de la catégorie des 90 places. C'était déjà une avancée par rapport au tout premier concept que Mitsubishi avait envisagé. Au départ, l'entreprise envisageait un avion beaucoup plus petit, pouvant accueillir entre 30 et 50 passagers. Mais en 2005, elle avait recentré son attention sur la catégorie des 70 à 90 places. Plus grand, il visait à offrir aux compagnies aériennes une consommation de carburant et des coûts d'exploitation réduits. Tout cela paraît parfait sur le papier, mais il reste encore du chemin à faire. Même Mitsubishi a reconnu qu'il fallait encore beaucoup travailler pour que le projet décolle. Pour que le MRJ devienne commercial, ces technologies devaient être développées, vérifiées et certifiées. Il faudrait davantage de financement pour le développement, ainsi qu'une stratégie de vente solide et des structures de support client. Mais avant tout, il fallait convaincre ses clients potentiels. Quelques mois plus tard, en octobre 2007, une campagne de vente décisive a débuté. Mitsubishi a remporté sa première victoire, logiquement, sur son propre territoire. Après des semaines de délibération, All Nippon Airways a commandé 15 avions régionaux, avec une option pour 10 de plus. Le premier devait entrer en service en 2013. Ainsi, le travail pouvait débuter. En mars 2008, le programme aéronautique a été officiellement lancé. Il reposait sur une toute nouvelle filiale, Mitsubishi Aircraft Corporation. Elle resterait distincte de Mitsubishi Heavy Industries, qui produisait déjà des pièces d'avion pour Boeing. L'objectif de Mitsubishi Aircraft serait de mener le développement du jet et bien sûr de décrocher davantage de commandes. Elle a été saluée comme la première entreprise japonaise à fabriquer et commercialiser des avions de ligne à réaction conçus au Japon, alimentant ainsi le rêve de longue date d'une industrie aéronautique japonaise. Cette déclaration laisse entrevoir certains éléments du pourquoi de ce projet. Le fort soutien gouvernemental faisait-il de la conception et vente d'un avion japonais une initiative commerciale ou une question de fierté nationale ? Avec le VS-VS11 des années 1960 longtemps mis en sommeil, la commercialisation autour du jet régional semblait presque incarner un retour symbolique de la puissance industrielle, que Mitsubishi a qualifié d'événement marquant.
Certains suggèrent que le travail de l'entreprise entraînera un effet positif sur d'autres industries japonaises. Ce projet unique pourrait devenir une pierre angulaire du développement industriel à long terme. Ce sont beaucoup d'espoirs à placer sur une seule entreprise, n'est-ce pas? Mais, fait plutôt enthousiasmant, la machine était lancée. Dans son rapport annuel de 2008, Mitsubishi a inclus un compte-rendu optimiste du jet régional révolutionnaire. Elle estimait que le marché visé était extrêmement vaste, avec une demande de plus de 5000 avions au cours des 20 prochaines années. Le nouveau projet a reçu son propre site, une usine à l'aéroport de Kamaki dans la ville de Nagoya. Ce lieu avait une importance historique. Durant les dernières années de la Seconde Guerre mondiale, l'armée de l'air impériale japonaise y était installée, liant ainsi toute la région à la production d'avions de guerre. C'est à Nagoya que Mitsubishi a conçu et produit des avions de chasse comme le A6M0. D'un point de vue pratique, établir une base ici était logique, mais Nagoya restait sans doute le cœur de l'ancienne gloire aérienne du Japon. Durant sa brève existence, le Mitsubishi Regional Jet, MRJ, a connu plusieurs évolutions de conception. Présenté au Salon du Bourget, ce jet régional haut de gamme visait les compagnies aériennes régionales mondiales. Pour contextualiser, il allait affronter Bombardier et Embraer, les deux leaders du marché régional. Parallèlement, les choses évoluaient. Depuis 2006, la demande pour les jets de 50 places a chuté. Les compagnies aériennes privilégièrent désormais les appareils de 70 places ou plus. Comme nous l'avons déjà entendu, cela a influencé le changement précoce dans l'approche de Mitsubishi, passant d'un petit jet à un appareil pouvant accueillir entre 70 et 90 passagers. Ils n'étaient pas les seuls à opérer ce changement. Bombardier avait déjà le CRJ-9 100 de 90 places et Embraer, l'Embraer 190 de 94 à 106 places. Une étude de Forecast International prévoyait que les deux entreprises détiendraient plus de 82% de la valeur de production du marché. Ensemble, cela représentait 65,8 milliards de dollars. Donc oui, c'était un marché de taille et effectivement, la demande pour des jets comme celui de Mitsubishi était en hausse. Mais c'était aussi un marché avec de très grands acteurs. Pour y pénétrer, le jet régional du Japon devait proposer quelque chose de vraiment convaincant. En 2007, il y avait quelques différences qui le distinguaient. Mitsubishi voulait que cet avion soit le premier jet régional avec une cellule tout en matériaux composites, utilisant des plastiques renforcés de fibres de carbone pour les ailes et l'empennage. Cela réduirait le poids de la cellule et les coûts de maintenance. Les composites, comme la fibre de carbone, appréciés en aéronautique pour leur résistance et légèreté, permettent d'en économiser du carburant. Ils sont également moins sujets à la fatigue et moins susceptibles de se fissurer comme peut le faire l'aluminium. Le MRJ serait également le premier à être équipé du turbofan à réducteur de Pratt & Whitney, ou moteur GTF. Après des années de développement, le programme de développement du moteur a officiellement été lancé en 2008 à peu près, en même temps que le MRJ. À partir de ce moment-là, il a été connu sous le nom de famille Pure Power PW1000J. La technologie du turboréacteur à engrenage de ce moteur promettait d'être la plus silencieuse et efficace, transportant les passagers plus loin avec moins de carburant. Mais comment cela fonctionne-t-il ? Un moteur à réaction classique utilise un grand ventilateur entraîné par combustion, ce qui génère l'essentiel de la poussée. L'air traversant le cœur du moteur est comprimé en gaz de combustion, lequel fait tourner une turbine alimentant le ventilateur. Dans un moteur comme celui-ci, le ventilateur et la turbine partagent un seul arbre, ce qui les fait tourner à la même vitesse. Dans le moteur à double flux à engrenage de Pratt & Whitney, une boîte de vitesse sépare le ventilateur du cœur. Cela signifie que le ventilateur et la turbine peuvent fonctionner chacun à leur vitesse optimale, sans dépendre de la vitesse de l'autre comme dans une solution classique. La turbine est plus petite et rapide, le ventilateur plus grand et lent. Le moteur est plus léger, plus efficace, un ventilateur plus grand pousse plus d'air, offrant plus de poussée avec moins de carburant. L'air se déplaçant lentement, l'ensemble est plus silencieux. Lors des premières campagnes marketing, Mitsubishi affirmait que le MRJ serait 10 décibels plus silencieux que ses concurrents. Ça c'est pour le moteur. Mais maintenant parlons de l'avion lui-même, ou devrais-je dire des avions, car il y aurait deux versions de ce jet régional. Le plus petit MRJ 70 de 70 à 80 places et le plus grand MRJ 90 avec entre 86 et 96 sièges. La deuxième version, plus grande, serait le modèle principal. Il était également question d'une version allongée de 110 places, le MRJ Cent, qui pourrait sortir à l'avenir. Mais petit spoiler, ce n'est jamais arrivé. En tant que jet régional, le MRJ était, comme vous l'avez probablement deviné, conçu pour des vols régionaux. Son autonomie permettrait de relier Paris à de nombreuses villes européennes ou Chicago à la plupart des aéroports nord-américains.
Pour les passagers, le principal atout du MRJ était le confort de sa cabine. En 2008, son design axé sur les passagers incluait un nouveau siège plus fin, plus d'espace pour la tête et les pieds, de grands coffres à bagages et des toilettes accessibles pour les personnes en fauteuil roulant. Présenté aux compagnies aériennes comme l'avion le plus efficace, il offrait un moteur Pratt & Whitney nouvelle génération, une structure composite, une aérodynamique avancée et un cockpit centré sur le pilote. Mitsubishi a choisi Rockwell Collins pour fournir les calculateurs principaux de commande de vol de son système de commande de vol électrique et le système de contrôle pilote de l'avion. Mais ces plans initiaux ne resteraient pas valables longtemps. L'encre, au sens figuré, avait à peine séché que des changements étaient déjà en cours. En 2009, à peine un an après le lancement officiel du programme, Mitsubishi a apporté d'importantes modifications à la conception du MRJ. Ces ailes en fibre de carbone composite ont été remplacées par de l'aluminium, après qu'il s'est avéré que l'utilisation de composite ne réduisait pas réellement le poids des ailes. Suite au retour des dirigeants de compagnies aériennes, Mitsubishi a fusionné les soutes avant et arrière pour créer une soute arrière plus grande. Il a également agrandi la cabine et le fuselage, créant ainsi une cabine plus large et plus arrondie, avec plus d'espace pour la tête et pour les bagages en cabine. L'inconvénient est que cela a alourdi la structure, ce qui devint un problème constant pour le jet régional. Ces changements ont eu un effet domino sur le calendrier du MRJ 90. En septembre 2009, Mitsubishi a annoncé que son premier vol serait repoussé d'environ 6 mois, passant de la fin 2011 à la mi-2012. Le plus petit MRJ 70 devait suivre environ un an plus tard. Ce retard a aussi repoussé de 6 mois le gel final de la conception du MRJ 90. Après sa réalisation mi-2010, plus aucun changement n'était possible. Le 15 septembre 2010, Mitsubishi a annoncé le lancement officiel de la production de son avion régional. Les retards. En 2011, les ventes de l'avion incluaient une commande de 100 appareils, dont 50 fermes et 50 en option de la part de Trans-States Holding, holding aérienne basée aux États-Unis. Mitsubishi a fièrement déclaré, je cite, « La réputation du MRJ s'améliore à mesure que le développement progresse ». Fin de citation. Mais tout ne se passait pas sans accroc. Comme l'a constaté Gregory Pollock, entre le début de l'assemblage et le salon aéronautique de Singapour, 2012, quelque chose avait très mal tourné au Japon. Lors du salon aéronautique, les dirigeants de Mitsubishi Aircraft ont annoncé une nouvelle reprogrammation du programme lors d'une conférence de presse. En réalité, ils faisaient face à un retard majeur de 18 mois. Cela signifiait que la certification de l'avion n'aurait pas lieu avant la seconde moitié de 2015 et tout cela était dû à des documents administratifs de mauvaise qualité. Le bureau de l'aviation civile du Japon, après examen, n'était pas satisfait. Yugo Fukahara, directeur marketing, a reconnu que les employés n'avaient pas bien documenté les changements dans le processus de fabrication. Cela signifiait que les processus qui suivaient ne correspondaient pas à ce qui figurait dans les documents. En plus de cela, il n'y avait pas suffisamment de preuves de tests et d'analyses. « Nous ne pensions pas avoir besoin de tant de documents », a déclaré Fukuhara. « Cela a pris plus de temps que prévu. » Et cela a porté un coup au moral. Mais le cours du véritable amour aérien n'a jamais été facile. Heureusement, ces petits contretemps n'ont rien fait pour décourager les autres acheteurs. À la fin de l'année 2012, la compagnie aérienne régionale SkyWest, dont le siège est dans l'Utah, a passé une commande de 100 MRJ 90 avec une option pour 100 autres. La livraison était prévue pour 2017. Comme nous le savons, l'avion avait déjà pris du retard sur son calendrier initial. En parallèle, Pratt & Whitney annonçait aussi un retard. La certification du PW1200G, le turboréacteur à réducteur désormais conçu pour le jet régional, a été repoussée à la fin de 2013. La société affirmait dans ses communiqués respecter le calendrier et livrer le premier moteur à temps. Pourtant, en août 2013, de nouveaux retards sont survenus. Mitsubishi Aircraft a annoncé qu'elle allait une nouvelle fois modifier la date de livraison prévue de ses premiers MRJ 90. Au lieu de livrer le jet régional en 2015, ce serait désormais en 2017. Le PDG de la société, Taroaki Kawai, a déclaré que l'équipe avait sous-estimé le temps nécessaire pour valider la sécurité de son processus de fabrication en commentant « Nton c'est torp et non, c'est nouveau pour nous ». Il restait confiant de respecter le nouveau délai. Inutile de préciser que c'était un excès de confiance puisqu'ils ont échoué, mais c'est tout de même une victoire. En 2014, Mitsubishi a enfin assemblé son premier avion. Une cérémonie de présentation, à laquelle ont assisté des employés, des dirigeants et des dignitaires gouvernementaux, a marqué la réalisation apparente d'un rêve poursuivi depuis des décennies. Et en novembre 2015, il a volé. Un reportage triomphant a écrit « Les espoirs du Japon de devenir un acteur mondial de l'aviation commerciale ont été renforcés. » Un avion d'essai MRJ 90 avait effectué son vol inaugural, décollant de Nagoya au Japon et passant environ 90 minutes dans les airs. Son pilote ce jour-là l'a décrit comme un vol, je cite, « particulièrement confortable ».
Mais des essais devraient avoir lieu à la fois au Japon et aux États-Unis. Moins d'1 an plus tard, les vols d'essai ont aussi débuté aux États-Unis. Le premier avion MRJ-90 a décollé de l'aéroport international du comté de Grant, dans l'État de Washington, le 17 octobre 2016. Mitsubishi avait alors annoncé qu'il baserait 4 de ses 5 avions d'essai dans la région, le calme de l'espace aérien du comté de Grant étant idéal pour les essais en vol. À ce stade, comme l'a noté un commentateur, Mitsubishi avait investi environ 180 milliards de yens, soit 1,7 milliard de dollars dans le projet, mais a refusé de dire combien de MRJ il devait vendre pour réaliser un bénéfice ou atteindre le seuil de rentabilité. Ces essais en vol semblaient en être une petite victoire, mais vous l'avez deviné. D'autres retards étaient attendus. En janvier 2017, Mitsubishi Aircraft a annoncé un nouveau report de 2 ans du calendrier. Son premier MRJ-90 qui était attendu pour la mi-2017, puis la mi-2018, a été repoussé à la mi-2020. Encore une fois, il y avait des difficultés à satisfaire les dernières exigences de certification. La nouvelle date de fin affichait un retard notable de 7 ans sur la date limite annoncée en 2008. Lors d'une conférence téléphonique, Yugo Fukahara de Mitsubishi a indiqué que les autorités avaient estimé, lors du dernier examen, que la conception de l'appareil négligeait les conditions extrêmes, telles qu'une fuite d'eau ou une explosion dans la baie avionique. Pour cette raison, l'entreprise a été contrainte de commencer un nouvel examen de conception, probablement très coûteux. Il y avait aussi un autre problème qui provenait des soucis de poids dont nous avons entendu parler plus tôt. Même aussi longtemps après que ses clients américains se soient engagés à commander le MRJ-90, ils ne respectaient toujours pas les limitations de poids américaines, définies par les clauses de périmètre des syndicats de pilotes des 3 grands transporteurs américains. Les pilotes de Delta Airlines, par exemple, venaient d'accepter une masse maximale au décollage de 86 000 livres avec pas plus de 76 sièges par avion. Le poids maximal au décollage du MRJ-90 était de 87 303 livres avec entre 88 et 92 sièges. Cela signifiait que SkyWest et Trans-State Holdings ne pouvaient en réalité pas convenir de date de livraison ferme pour les avions qu'ils avaient encommandés. S'ils les prenaient, ils ne pourraient non pas les utiliser sur les compagnies aériennes. Lors d'une interview probablement embarrassante pour Mitsubishi, le directeur général de SkyWest, Russell Charles, a affirmé que les retards liés aux différends sur la clause de périmètre rendaient tant leurs commandes de moins en moins probables. Selon lui, tant que les problèmes de poids ne seront pas réglés, SkyWest ne sera pas un candidat sérieux aux ventes. Une solution consisterait à convertir la commande de la société pour le MRJ-90 en MRJ-70. Si vous vous souvenez, c'était l'option du petit frère, avec l'avantage d'avoir moins de sièges et un poids au décollage inférieur de 80, 1240 livres, ce qui est bien en dessous du seuil. Lorsque SkyWest a passé sa commande initiale en 2012, elle incluait en fait la flexibilité de passer d'un modèle à un autre si nécessaire. Mais le MRJ-70 était encore en développement et avait 90. Au plus tôt, il ne serait pas prêt avant 2019. Et pour Mitsubishi Aircraft, cela constituerait un concurrent moins convaincant face à un appareil comme le bombardier CRJ-900. Donc il fallait repartir de zéro. En attendant, l'argent devenait un immense casse-tête. Pendant les 6 mois précédant septembre 2018, le programme MRJ a perdu 47,2 milliards de yens japonais, s'ajoutant à un déficit de 110 milliards de yens. Donc ce n'est pas vraiment l'idéal. Dans une ultime tentative, sa maison mère, Mitsubishi Heavy Industries, a investi 220 milliards de yens supplémentaires, soit 1,94 milliard de dollars dans le projet. SpaceJet. Avec autant d'enjeux, une nouvelle refonte était prévue, mais celle-ci allait être plus radicale que jamais. Il a été dévoilé une fois de plus au Salon du Bourget. Juste avant le salon de 2019, Mitsubishi Aircraft a annoncé qu'elle rebaptisait les MRJ désastreux. Désormais, ils entraînent dans l'ère du Mitsubishi SpaceJet, une famille d'avions spécialement conçus pour les compagnies aériennes américaines. Le MRJ-90 deviendrait le SpaceJet M90, et au lieu du MRJ-70, la société développerait le SpaceJet M100, une variante de 76 places conçue délibérément pour respecter les clauses de limitation américaines. Le M100 serait un peu plus d'1 mètre plus long que le MRJ-70 abandonné, mais 1,3 mètre plus court que le MRJ-90. Là où le 90 était trop grand et le 70 trop petit, c'était le choix idéal pour les vols régionaux. Au Salon du Bourget, Mitsubishi a dévoilé la maquette de la cabine du SpaceJet M100, censée établir une nouvelle norme dans le transport aérien régional. Reprenant le marketing du MRJ-90, le M100 proposerait le siège de classe économique le plus spacieux et le plus grand compartiment à bagages en cabine. Plutôt que de simplement renommer le MRJ-70 à 2 classes, Mitsubishi l'avait repensé pour offrir plus d'espace aux classes premières, premium économique et économique.
En essence, cela offrait une expérience passager plus haut de gamme. À la question sur l'inspiration du nom SpaceJet, Mitsubishi a répondu « De l'espace pour réfléchir, respirer, là où cela compte ». Steve Harrow, vice-président de l'entreprise, a expliqué que cela venait du mantra de l'entreprise « Trouver de l'espace là où cela compte ». Pour réduire le poids, Mitsubishi U aurait de plus petits ailerons et utiliserait davantage d'alliages aluminium-lithium et de polymères renforcés de fibres de carbone que le MRJ 90. Cette stratégie ciblée sur le marché américain semblait porter ses fruits. La compagnie régionale Mesa Airlines a signé un contrat passant 50 commandes fermes et 50 options pour le M100. Bien sûr, ce type de modification ne pouvait pas se faire rapidement. Avec tout relancé, le SpaceJet M90 visait une mise en service en 2020. Arrivant encore plus tard, le nouveau M100 ne serait pas visible dans les airs avant 2023. Comme toujours, cependant, le flux d'argent du programme s'était réduit à un simple filet. Selon une source, des personnes proches du dossier ont rapporté que le développement du MRJ 90 et maintenant du M100 avait entraîné des coûts de 8,5 milliards de dollars. Il faudrait encore 3,5 milliards pour achever la certification. Et entre-temps, un nouveau PDG était aux commandes, un homme qui, selon les rumeurs, tenait à adopter une approche plus rigoureuse de la gestion financière du projet. Il était temps de commencer à limiter certaines de ses pertes. Le 18 mars 2020, un avion d'essai M90, arborant le nouveau nom SpaceJet, a effectué son vol inaugural depuis Nagoya. C'était le premier d'une longue série de vols au Japon et à Washington, marquant le début de ce que Mitsubishi décrivait comme la certification de la configuration finale du SpaceJet M90. Sûrement rien ne pouvait mal tourner, n'est-ce pas ? Mais bien sûr, c'est 2020, donc voilà. Oui, les choses pouvaient mal tourner. Lors du lancement du test M90, la pandémie de Covid-19 a frappé. Mitsubishi a fermé ses activités aux États-Unis et son centre d'ingénierie au Canada. Les restrictions de voyage et la baisse de la demande ont causé un effet domino catastrophique dans l'industrie aéronautique. C'était juste un autre coup dur pour ce projet apparemment voué à l'échec, et la situation n'allait faire qu'empirer. En adaptant largement le projet aux clauses américaines, Mitsubishi Aircraft avait mis tous ses œufs dans le même panier. Le M100 était l'avion conçu pour le marché nord-américain et le modèle adopté par les compagnies aériennes, ce qui rend la prochaine décision de Mitsubishi d'autant plus intéressante. En mai 2020, la société a annoncé qu'elle suspendait le développement du M100 conforme aux clauses de portée. Son rapport annuel a révélé des pertes écrasantes sur le programme SpaceJet, qui menaçait d'absorber les bénéfices des autres activités de Mitsubishi. Lors du dernier exercice, Mitsubishi Heavy Industries a subi une perte d'exploitation de 29,3 milliards de yens, environ 270 millions de dollars. Cela était dû en grande partie à une perte de 263 milliards de yens chez Mitsubishi Aircraft. Cela représente environ 2,4 milliards de dollars au fait. On espérait qu'en mettant le projet M100 en pause, ils pourraient y colmater la brèche et ainsi concentrer tous leurs efforts sur l'obtention de la certification de type pour le M90 qui, malheureusement, n'entrait toujours pas dans le cadre des compagnies aériennes américaines. Le budget de SpaceJet pour l'an prochain a été divisé par deux. Le PDG de Mitsubishi Heavy Industries a simplement dit « Nous devons reconsidérer la manière dont nous allons avancer ». Pour aggraver encore les choses, l'entreprise était déjà engagée dans un accord pour acheter le programme CRJ, ou Jet Régional Canadair de Bombardier. L'achat leur coûterait 550 millions de dollars plus 200 millions de dettes. Cela paraissait être une excellente décision lors de son annonce en 2019. La reprise du CRJ donnerait à Mitsubishi un réseau de soutien prêt à l'emploi à Montréal et à Toronto, ainsi qu'un accès aux fonctions d'assistance clientèle des autres programmes, aux centres de services et aux capacités d'ingénierie. Mais quelle différence une année peut faire ? À l'approche rapide de la date limite de clôture, les gens de Mitsubishi ont dû s'en mordre les doigts. Quoi qu'il en soit, quelques jours seulement après la suspension du développement du M100, la vente a été conclue, ajoutant de nouvelles capacités de soutien et de service, ainsi qu'une autre dépense colossale dans la colonne des coûts. Avec les avions d'essai immobilisés à Nagoya, le M90, pourtant près de la certification, a été de nouveau bloqué. La date limite de livraison de sa commande relativement modeste pour All Nippon Airways, la commande qui avait tout déclenché, a de nouveau été repoussée, au plus tôt à 2021. Les médias spécialisés ont commencé à douter que cela arriverait. L'un d'eux a demandé « Mitsubishi vient-il de tuer le SpaceJet ?» Au fil des mois, les mauvaises nouvelles se sont enchaînées. En octobre 2020, Mitsubishi a annoncé une nouvelle réduction du budget du SpaceJet. Il y aurait, selon eux, je cite, « une pause temporaire du programme ». Un plan d'affaires axé sur la manière dont Mitsubishi Heavy Industries minimiserait les coûts liés au jet régional.
De façon inquiétante, ils ont annoncé devoir détourner les investissements du SpaceJet, réduisant ainsi son budget 2021 à seulement 20 milliards de yens, 148 millions de dollars. Et cela peut sembler beaucoup, mais c'était une goutte d'eau comparée au plan de l'entreprise de 2018 qui avait alloué 370 milliards de yens, soit 2,74 milliards de dollars. Les sceptiques disaient que le programme était mort. Mais d'autres rapports étaient plus optimistes, certaines sources indiquant que Mitsubishi prévoyait une reprise du marché dès 2024. L'entreprise a réfuté les affirmations selon lesquelles tout était fini pour SpaceJet, en déclarant qu'elle poursuivait simplement un examen détaillé du calendrier. Alors peut-être que, malgré le scepticisme, la pause était vraiment une pause, mais peut-être pas non plus. Pertis. Les perspectives pour SpaceJet n'étaient pas bonnes lorsque, en avril 2021, il y a eu des rapports indiquant que Mitsubishi Aircraft avait licencié ou réaffecté 95% de ses employés. La main-d'œuvre, autrefois nombreuse, est tombée à 150 personnes. En octobre, la société a signalé à la Federal Aviation Authority américaine une pause de 3 ans du programme. Elle ne viserait pas cette certification importante pour l'instant. Dans un courriel à la FAA, Akuya Mashikito, responsable de la certification de Mitsubishi, a affirmé qu'il n'existait aucun plan pour relancer le programme actuellement. Il a annoncé que les appareils d'essai en vol étaient restockés à long terme et qu'un grand nombre d'employés étaient repartis pour de nouveaux emplois. Cela ressemble plus à une fin qu'à une pause, n'est-ce pas? Pourtant, Mitsubishi Aircraft avait encore des clients en attente de commande. Soyons honnêtes, si c'était un restaurant haut de gamme, ces patrons de compagnies aériennes auraient déjà été chercher une pizza à emporter. Mais la production d'avions allait toujours prendre un peu plus de temps. Cela dit, il y a des attentes et il y a des attentes. Avec tant de retard et d'interruptions, le reste de ces contrats durement acquis est resté en suspens. Certaines compagnies aériennes avaient déjà limité leurs pertes, Transstates Holdings étant la première à le faire. Ils avaient annulé leur commande de 50 SpaceJet M90 fermes et 50 options en octobre 2019. Après 10 ans, l'appareil qu'ils avaient commandé ne pouvait toujours pas voler aux États-Unis. Ensuite, il y a eu Aerolease Aviation. En janvier 2021, Mitsubishi a annoncé la fin de son contrat avec la société de location d'avions de Miami. En 2016, Aerolease avait signé pour 10 commandes fermes et 10 options sur ce qui s'appelait alors le MRJ 90. En annulant la commande, son associé gérant Jet Thornton s'est montré étonnamment courtois, déclarant qu'il voyait toujours une opportunité sur le marché pour le jet régional et espérait qu'il pourrait y revenir à l'avenir. Alors que les choses semblaient toucher à leur fin, ce n'était qu'une question de temps avant que d'autres ne suivent. Les commandes pour des clients comme SkyWest et Mesa restent au carnet de commandes, mais il n'y avait aucune perspective immédiate qu'ils reçoivent quoi que ce soit. En avril 2022, des sites spécialisés ont indiqué qu'un des 5 prototypes du SpaceJet M90 avait été discrètement démantelé après sa sortie d'entrepôt aux États-Unis. Cet avion, immatriculé GA23MJ, avait déjà été peint aux couleurs bleu et blanc de All Nippon Airways. Il n'a donc pas été surprenant qu'en février 2023, Mitsubishi abandonne finalement le projet. 20 ans après sa conception et 10 ans après la date prévue de mise en service, tout était terminé avec peu de résultats à montrer. Dans un communiqué, la société a déclaré qu'elle n'avait, je cite, « pas réussi à confirmer une viabilité commerciale suffisante ». Fin de citation. Une succession de retards, de problèmes techniques et de coûts élevés a causé des dégâts. En 15 ans, la société avait dépensé environ 7,6 milliards de dollars pour ce projet. Elle n'était pas la seule à faire face à des obstacles. Le marché des avions régionaux n'a pas prospéré comme l'avaient prévu les premiers analystes. Son concurrent, l'Embraer E175-E2, a été confronté aux mêmes problèmes liés aux clauses de périmètre que le M90 aux États-Unis, poussant un journaliste à le qualifier de mort-né. En investissant autant dans un concept inadapté aux compagnies aériennes américaines, Mitsubishi avait commis une erreur fatale. Sur une diapositive récapitulative, l'entreprise a expliqué les raisons de l'arrêt du projet, du développement prolongé aux pénuries de pilotes récentes, tout en rejetant partiellement la faute à l'extérieur. Des partenaires mondiaux qui avaient intégré des conditions de clause de périmètre qui n'avaient pas été assouplies, ces syndicats tenaces et obstinés. Le mois suivant, des images ont circulé sur les réseaux sociaux, montrant un second prototype M90 démantelé à Grand County International Airport. Le rêve japonais d'un avion de ligne conçu localement était littéralement en train de s'effondrer. Voilà, c'est à peu près la fin de l'histoire du Mitsubishi SpaceJet. Mais ce n'est peut-être pas la fin de ses rêves de retrouver la gloire dans l'aérospatiale. En 2024, un an après la fin du programme SpaceJet, le ministère japonais de l'économie, du commerce et de l'industrie a annoncé le cofinancement d'un nouveau projet.
Il investirait 4 000 milliards de yens, soit 26,5 milliards de dollars dans un projet d'avion de passagers de nouvelle génération. Prévu pour être achevé après 2035, cet avion durable sera alimenté à l'hydrogène. Ainsi, il s'inscrira dans les plans du Japon pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Mais le gouvernement japonais n'est pas le seul à s'y intéresser. Un avion à hydrogène est également envisagé par Airbus, qui vise à mettre en service son appareil 0E dans les années 2040. Et ainsi, le Japon semble se remettre dans la course une fois de plus. Il est encore tôt, donc nous ne savons pas encore grand-chose sur ce tout dernier projet. Nous ne savons pas, par exemple, si Mitsubishi sera impliqué ou combien de temps il faudra pour que la technologie requise arrive à maturité. Fait révélateur, Airbus a déjà retardé son propre projet une fois en invoquant des développements plus lents que prévu. Alors cela réussira-t-il là où le jet spatial et l'ancien ISL-11 ont échoué? Vous pouvez être sûr que nous vous informerons. Et en attendant, merci de nous avoir regardés.